Bonsoir à tous. Ce soir, le thème, la géologie face au déluge biblique et non pas le déluge biblique face à la géologie. C'est-à-dire que nous allons frotter la science à la Bible, non pas frotter la Bible à la science. Souvent, c'est ce qu'on fait, on fait la Bible face à la science, comme si on devait voir si la Bible disait vrai. Eh bien, là, on va plutôt faire l'inverse, on va voir si la science dit vrai. Voilà. On replace un petit peu les choses d'un point de vue scientifique. Cette page est scientifique, enfin, elle est scientifique. Il n'y a pas de données bibliques sur cette page. À la fin du Crétacé, qui est une période géologique très ancienne, nous savons, nos collègues paléontologues nous disent qu'il y a eu une extinction massive des animaux. Un tiers des familles de tous les animaux connus au Crétacé supérieur n'existaient plus au début de l'ère Cénozoïque. L'ère Cénozoïque, c'est celle qui a suivi juste le Crétacé, juste après. 2 tiers des espèces recensées de coraux s'éteignirent à cette époque. Et la disparition des coraux entraîne inéluctablement la disparition d'un très grand nombre d'autres espèces marines. Ça veut dire qu'il y a eu une sorte d'effet domino. Il s'est passé quelque chose au Crétacé qui a été catastrophique d'un point de vue écologique, puisque 1 tiers des familles de tous les animaux ont disparu, 2 tiers des coraux ont disparu. Nous savons qu'au niveau du Crétacé, il y a eu une modification climatique importante, à savoir, oui, je vais voir après, et qu'il y a eu une forte activité volcanique. C'est ce que nous disent les géologues, les paléontologues sur cette période de l'histoire qui, semble-t-il, est très, 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 très ancienne. Alors, la question est de savoir, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Au départ, c'est-à-dire, je dirais, avant le Crétacé. Alors, à la création, au tout début, tout début, on nous dit qu'il n'y avait pas de terre sèche, il n'y avait que de l'eau. Au Crétacé, nous avions un seul continent, avec approximativement, au niveau géologique, on approche, on nous dit qu'on est à peu près à 50 millions de kilomètres carrés, ce qui est équivalent à l'Afrique actuelle plus l'Amérique du Sud. C'est-à-dire qu'il y avait moins de terres émergées avant le Crétacé. Et aujourd'hui, eh nous sommes à peu près 150 millions de kilomètres carrés de terres émergées telles que nous les connaissons aujourd'hui. Alors, à l'époque du Crétacé, nous savons, par des traces paléontologiques, qu'il y avait un climat uniforme, chaud et humide sur toute la Terre. Un climat tropical ou subtropical, puisque même sous l'Antarctique, nous trouvons des restes de forêts tropicales. Donc, ça veut dire que le continent unique qui se trouvait avant le déluge était un continent qui était chaud partout, chaud et humide. Pas de galottes glaciaires au pôle, et les océans étaient assez peu profonds. Quand on dit assez peu profond, on estime que la profondeur moyenne était de 300 mètres de profondeur au Crétacé, pour l'océan. Alors, il y a la zone euphotique. La zone euphotique, c'est de 0 à 200 mètres. C'est là où la lumière arrive. On considère qu'à 200 mètres, il y a encore 1% de lumière qui arrive. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir de la photosynthèse et une oxygénation maximale du monde animal. Donc, c'est la zone où on va avoir le plus de plancton, phytoplancton, etc. Donc, c'est la zone euphotique. Et il y a la zone aphotique, c'est-à-dire sans lumière, sans photons, aphotonique, aphotique, sans photons, qui va être au-delà de 300 mètres, de 200 mètres. Donc, aujourd'hui, dans nos profondeurs, on a une première partie qui est de 200 à 1000 mètres, qu'on appelle la zone oligophotique ou crépusculaire, c'est-à-dire qu'en fait, il ne fait pas tout à fait noir, mais il fait très très sombre, et qui accueille la vie benthique. Alors, je le note, c'est fondamental pour comprendre certaines couches géologiques comme la craie. Parce que la craie pose un énorme problème d'un point de vue géologique au niveau de la formation, surtout pour ceux qui affirment que la Bible dit vrai et que la Terre n'a que 6000 ans, puisque le processus de formation de la craie est quelque chose de complexe. Alors, je ne vais pas aborder ce sujet ce soir, ça aurait été passionnant, mais c'est assez long, comprendre la mécanique physico-chimique de la formation de la craie. Cependant, le point important est celui-ci, c'est que entre 200 et 1000 mètres, nous avons une vie benthique extrêmement importante. Benthique, c'est-à-dire toutes sortes de petits animaux, presque microscopiques pour certains, et qui vont être les éléments fondamentaux de la formation de la craie.
Je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, donc, au départ, il y avait un climat uniforme, chaud, humide. Aujourd'hui, nous avons des saisons marquées. Nous savons qu'il y a plusieurs saisons. Alors, selon les continents, il n'y a que 2 saisons, d'autres continents, il y en a 4. Et que les océans sont très profonds, puisque la profondeur moyenne aujourd'hui est de 3800 mètres. Donc, entre le Crétacé, où les océans font 300 mètres de profondeur, et aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'important. Puisque là, aujourd'hui, c'est 3800 mètres de profondeur. Forte activité tectonique, c'est ce qu'on nous dit d'un point de vue géologique, au niveau du Crétacé. Donc ça veut dire que c'est au Crétacé qu'il s'est passé quelque chose au niveau planétaire et qui a modifié l'aspect de notre planète. Alors de gigantesques fosses marines se creusent au niveau du Crétacé, puisque quand on arrive au Cénozoïque, à l'ère Cénozoïque, c'est juste après le Crétacé, eh bien nous avons un océan profond avec des fosses abyssales, nous avons les continents tels qu'ils sont quasiment aujourd'hui, etc. Donc il s'est passé quelque chose. Les continents occupent leur emplacement actuel, début du Cénozoïque, c'est ce que je veux dire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Évidemment, vu le thème, vous vous doutez que je vais parler du déluge. La Bible décrit la terre sèche comme ne formant qu'un seul continent au début de la création. Nous voyons dans Genèse chapitre 1, verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Puis elle la décrit, la terre, formée de plusieurs continents séparés. Genèse 10, 25. 10 chapitres plus loin. Il naquit à Héber 2 fils, le nom de l'un était Pélègue, parce que de son temps, la terre fut partagée. Donc, la Bible nous dit qu'au départ, il n'y avait qu'un seul continent et qu'à un moment donné, la terre a été partagée en morceaux. Et entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu entre la création et l'époque de Héber, le père des Hébreux? Eh bien, il s'est passé le déluge. Donc, le déluge qui va expliquer ce qui s'est passé. Nous avons un texte dans Ésaïe, chapitre 24. Car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. On regarde quelques mots, on ne va pas tous les regarder. Il y a beaucoup de passages qu'on va un peu survoler, sinon ça serait trop long. Donc, les fondements de la terre sont ébranlés. Raash, raash, qui veut dire trembler, être ébranlé, faire mouvoir, rendre en grain, moudre. Ça va être très important. Donc, les fondements de la terre sont rendus en grain, sont ébranlés, tremblent. Job 14, 19. La pierre est broyée par les eaux et la terre emportée par leur courant. Ainsi, tu détruis l'espérance de l'homme. Tout ça va correspondre à la description du déluge. La terre est déchirée. Ra'a. Ra'a, ça veut dire découpée en plusieurs morceaux. Ésaïe nous dit, les écluses d'en haut s'ouvrent, les fondements de la terre tremblent et sont rendus, sont moulus en grains, et la terre, elle est découpée en plusieurs morceaux. La terre se brise, arar, qui veut dire fendillée en une multitude de morceaux plus petits. En fait, elle s'est découpée en gros morceaux, puis en plus petits morceaux. Donc c'est vraiment un découpage de la terre. Et la terre chancelle, moté, moté qui veut dire glisser, faire tomber, s'enfoncer. Donc on a une description très précise. Souvent, quand on parle du déluge, dans la tête de beaucoup de personnes, y compris des chrétiens malheureusement, le déluge, il a plu un peu, l'eau est montée, le bateau il a flotté, il s'est reposé plus loin, c'était formidable. C'est une vision presque idyllique du déluge, où Noé pouvait presque être avec un hamac et une lunettes de soleil. On va voir que c'est quelque chose de cataclysmique, de très, très, très important, qui a mis en œuvre des forces colossales au niveau planétaire. Tous les verbes dans cette phrase sont répétés 2 fois. Une fois au radical kal et à l'infinitif, et une fois au radical itpolel ou itpael et au parfait. Alors, itpolel, itpael, ça veut dire que c'est quelque chose de très, très intense, parce que c'est de l'intensif. Je donne toujours l'exemple de, si je prends le verbe en français, couper, couper un morceau. Si je l'imaginais conjugué au radical itpolel ou itpael, ça donnerait réduit en miettes. On voit qu'il y a une sorte d'insistance où ça va jusqu'au bout. Et au parfait, ça veut dire que tout a été fait une bonne fois pour toutes. Genèse 10, 25. Il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Pélègue, parce que de son temps, la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joktan. La parole de Dieu nous dit qu'au départ, il y avait la terre continent unique. Dans Ésaïe, on voit que la terre, elle s'est déchirée, coupée en morceaux, qu'elle s'est enfoncée, qu'elle s'est déplacée. Enfin, les continents, pas la planète, hein, les continents.
Et dans Genèse 10, 25, il nous parle de cette terre partagée. Alors on va regarder le verbe partager, palag, qui veut dire diviser, séparer. Et là, il est conjugué au mode parfait. Ça veut dire que l'action qui était en cours est maintenant totalement terminée. En réalité, la Terre a mis un certain temps à être telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire les continents tous séparés les uns des autres, c'est ce que nous dit la Bible. Il nous dit qu'il a fallu 129 ans. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose au déluge, on va le décrire un petit peu plus en avant. La Terre s'est déchirée, mais elle est restée reliée entre elles pendant 129 ans. Et c'est au bout de 129 ans que tous les continents, que des continents se sont retrouvés complètement isolés, comme l'Australie aujourd'hui, ou l'Amérique du Nord, parce que le détroit de Bering, avec le pôle Nord, sachant que quelque part il n'y avait pas de glace, c'est qu'après le déluge qu'il y a eu de la glace, mais donc c'était totalement séparé au bout de 129 ans après le déluge. Donc il y a eu un processus. Le déluge, c'est un processus. C'est pas je claque des doigts, il s'est passé quelque chose, je claque des doigts, il s'est repassé quelque chose, et c'est formidable. Coup de baguette magique. Donc le déluge est décrit comme un long processus. Il s'est passé quelque chose pendant 150 jours ou 197 jours et 197 jours. L'eau est montée, tout un processus. L'eau est descendue, tout un processus. Et il a continué à se passer des choses pendant 129 ans, jusqu'à l'époque de Hébert et de Péleg. Donc, maintenant, on va de plus en plus près. On est parti de très loin, on zoome, et on regarde ce que va nous dire la parole de Dieu sur le déluge, comment il s'est déroulé. Il s'est déroulé en deux phases. Un continent unique qui s'est morcelé, ce que nous avons vu dans Isaïe 24, qui s'est enfoncé, Isaïe 24 toujours, des eaux souterraines ont jailli, c'est en Genèse chapitre 7, verset 11. Les eaux d'en haut, la pluie, les eaux d'en haut sont tombées. Les plaques de terre se sont déplacées sous les eaux, on voit ça dans Isaïe toujours. Et tout ça, c'est la phase numéro 1, la durée de la transgression, 197 jours. Pourquoi tu dis qu'Isaïe 24 se rapporte à ça? Alors, ça parle d'autre chose, Isaïe 24. Alors, on va le voir tout à l'heure, je vais parler de Job 38. Je ne peux pas reprendre tout, en fait, parce que sinon, on en a pour la nuit. Toute la description d'Isaïe 24, des versets 18 et 19, se renvoie au déluge. C'est le seul événement où la terre a été découpée, déchirée. Alors, il y a d'autres passages qui parlent du déluge, dont je ne vais pas parler. On aurait pu prendre tout le contexte, on aurait vu qu'il y a un entrelacement d'événements. Il y a plusieurs textes bibliques qui sont entrelacés, c'est-à-dire qui parlent à plusieurs niveaux de plusieurs choses. Autant d'un point de vue référence de ce qui s'est passé pour parler de choses qui vont se passer. Donc on a une référence au passé pour parler prophétiquement de ce qui va se passer, ou on se réfère au passé pour ce qui se passe au présent. On a plusieurs textes qui sont, je dirais, mêlés, en fait, qui sont à plusieurs niveaux. Je renvoie vers notre étude sur, par exemple, les prophéties sur la Seconde Guerre mondiale, Genèse, chapitre 32, où on voit qu'il y a deux textes qui se superposent et qui s'entremêlent, entre le texte de ce qui s'est passé entre Jacob et Ésaü, réellement, physiquement, et un texte entremêlé qui parle prophétiquement de ce qui va se passer entre 1939 et 1945. Donc, par exemple, voilà, je ferme la parenthèse. Mais pour pouvoir tout dire, je suis obligé de faire un petit peu des raccourcis parce que sinon, on ne s'en sortirait pas. Je vais le faire un peu moins sur Job tout à l'heure parce que ça va être important. Donc, on a une première phase du déluge qu'on appelle la transgression. Transgression, c'est-à-dire que l'eau est montée. C'est une transgression, l'eau monte, et qui va durer 197 jours d'après le texte biblique. Et ensuite, le texte biblique nous dit que des continents séparés, mais encore reliés, sont remontés en surface. Psaume 104, verset 8. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Littéralement. Les montagnes se sont élevées. Allah, c'est-à-dire sont remontées. Les étaient en haut, elles sont descendues, et là, elles remontent. Donc, il y a bien l'aspect de, c'est pas la première fois qu'elles montent. Donc, elles remontent. Les montagnes sont remontées. Des vallées se sont abaissées, Yarad, sont descendues, se sont enfoncées plus bas que ce qu'elles n'étaient. Elles étaient déjà descendues et elles sont descendues plus bas. Donc, on a bien l'aspect de l'océan qui était à 300 mètres et qui maintenant est à 3800 mètres. Donc, quelque chose qui est descendu plus bas que là où il n'était. Yarad. Plus bas, océan unique. Était peu profond, voilà. Donc, de 250 à 300 mètres. Aujourd'hui, les océans sont très profonds. Au lieu que tu leur avais fixé. Alors, pour gagner du temps, je ne vais pas tout étudier, mais littéralement, ça veut dire à l'endroit maintenant positionné au fond. Les vallées sont descendues à l'endroit maintenant positionné au fond.
les fosses abyssales. Donc en fait, là, on est descendu, les océans sont descendus. Donc, on a un effet, ce qu'on appelle un effet isostatique, c'est-à-dire que la Terre, c'est un volume fini. S'il y a quelque chose qui s'enfonce à un endroit, forcément, ça ressort de l'autre. Donc il y a un équilibre qui se passe entre les montagnes qui sont remontées, des chaînes comme l'Himalaya, énormes montagnes, la cordillère des Andes, et d'autres endroits qui se sont enfoncés, forcément. Il y a un équilibre. Donc sous-entendu, le continent unique était, puisque les océans étaient peu profonds, le continent unique était peu élevé. Par voie de conséquence. Donc, dans le psaume 104, au verset 8, alors j'ai pris que le verset 8, mais on pourrait prendre tous les versets qu'il y a avant et un petit peu après, et tout ça, ça concerne aussi le déluge. Donc, psaume 104, verset 8, nous explique que des morceaux de terre, on va dire, sont remontés et d'autres se sont enfoncés. Deuxième phase du déluge. Les plaques ont continué à se déplacer sous les eaux. L'eau se retire, laissant des parties sèches apparaître. Donc, on imagine quelque chose d'immergé dans une bassine d'eau, je remonte tranquillement, il arrive à un moment donné où l'eau va s'écouler de chaque côté pour laisser le sec. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant, s'éloignant, et les eaux diminuèrent, c'est dans Genèse. Je n'ai pas mis la référence, ça va arriver après. Durée de la régression, donc on a transgression, l'eau monte, régression, l'eau descend, 197 jours. Donc on a bien un déluge qui se déroule en deux phases. Le continent initial n'a pas été détruit, c'est ce que nous dit la Bible. Elle aurait pu nous dire, la Bible, que tout a été détruit, puis que Dieu a recréé des continents. Non, il dit qu'il y a des morceaux qui se sont enfoncés, qui se sont déplacés et qui sont remontés. Résultat, les continents se sont déplacés les uns par rapport aux autres. On doit pouvoir reconstruire le continent initial. On doit pouvoir refaire des coutures, même s'il y a des trous, peut-être, mais on doit pouvoir rassembler le tout, puisque tous les morceaux se sont enfoncés, séparés et remontés. Si je reprends le tout, je dois pouvoir assembler l'ensemble. Reconstitution classique du continent initial, Crétacé. On nous présente le continent initial sous cette forme-là, une sorte, on nous parle parfois de crabe. Crabe. Sûrement, c'est des gens qui n'habitent pas la Bretagne pour dire que ça ressemble à un crabe. Mais bon, cette forme-là, issue de la théorie de la dérive continue des continents. En fait, on considère qu'il y a eu dérive des continents à une vitesse constante, et en les rapprochant, on arrive à ça, basé sur la complémentarité des côtes de part et d'autre de l'Atlantique, basé sur la présence de fossiles d'une même espèce sur différents continents. C'est-à-dire que, ici, par exemple, si je prends ma souris, l'Afrique, on a des fossiles qui sont ici et que l'on retrouve en Amérique du Sud, ici. C'est-à-dire qu'on considère que ça se touchait, puisque ça faisait la même zone. Vous voyez, basé sur la continuité de formations rocheuses sur les différents continents. De la même manière, on a des typologies de roches que l'on retrouve, par exemple, en particulier l'Amérique du Nord, qui descend jusqu'en Norvège, là. Donc, on a des chaînes, en fait, rocheuses, souterraines, qui sont les mêmes. Donc, on considère que c'était la même chaîne avant la déchirure. Donc, voilà une carte où on représente, vous voyez, tout ce qui est en marron ici, c'était la même chaîne. Donc, on considère que ça, c'était collé. Là, c'était collé aussi à ça, à l'ensemble, là. Ici, on a des zones fossiles, ici, qui sont les mêmes. Donc, tout ça, on essaie de recoller les morceaux pour faire un continent unique. Et on obtient ceci. Voilà. C'est-à-dire, grosso modo, la forme qui est au-dessus avec quelques petits mouvements ici au niveau de l'Eurasie. Et lui est totalement indépendant. En s'appuyant sur des hypothèses non vérifiées, puisqu'en fait, l'hypothèse de la dérive des continents est une hypothèse non vérifiée. C'est-à-dire que, ok, aujourd'hui, les continents dérivent, bougent les uns par rapport aux autres, mais un, rien ne nous dit que ça a toujours été comme ça. Deux, rien ne nous dit que ça a toujours été à la même vitesse. Trois, rien ne nous dit que ça a toujours été dans les mêmes directions. Donc, ce sont des hypothèses qui sont ce qu'elles sont, des hypothèses. Mais maintenant, si on travaille avec d'autres hypothèses, donc les hypothèses, c'est l'invariance de la vitesse de déplacement. La vitesse d'écartement des plaques océaniques varie entre 20 cm par an dans le Pacifique oriental sud et 1 mm par an dans le sud-ouest de l'océan Indien. Donc, des grandes disparités. Déchirure du continent initial suivant les contours des continents actuels. On dit que ça s'est découpé tel que c'est aujourd'hui. Ce sont des hypothèses. Par ailleurs, la représentation qui est faite est fausse. Les pays n'ont pas du tout les proportions que l'on pense. Je vais donner quelques éléments. Le problème vient de la difficulté de représenter sur une surface plane un objet sphérique. La Terre est sphérique. Or,
la Terre. Quand on veut la représenter, on met ça sur une feuille plate. Donc, on est obligé de développer, ce qu'on appelle développer la sphère. Il existe plusieurs projections. La projection de Berman. Il existe la projection de Berlin 1953. Projection de Berlin 1950. Projection Atlantis de John Bartholomew. Tout ça, ça représente la Terre. Projection de Buckminster-Fuller. La projection de Mercator, c'est celle qu'on utilise le plus souvent. Toutes nos cartes aujourd'hui utilisent cette représentation. Quelques effets des déformations de représentation. Si on place la France au niveau de l'équateur, eh bien, la Guyane française représente près d'un quart de la France métropolitaine. Alors que si on regarde sur une représentation de Mercator, la Guyane française représente à peine la Bretagne. Il y a une disproportion par rapport à la réalité. Si on place la France au niveau du Groenland, regardez la projection de Mercator ici, on a l'impression que le Groenland il est immense par rapport à la France. La réalité est que si je mettais la France au même niveau, c'est-à-dire avec la même déformation de la carte, la France couvrirait quasiment le Groenland. Maintenant, si je place le Groenland à différents niveaux, regardez en Afrique, c'est la taille réelle du Groenland par rapport à l'Afrique. Si je place les USA à la hauteur de l'Australie, si on compare l'Afrique avec les USA, l'Inde et la Chine, c'est-à-dire qu'en Afrique, on pourrait superposer l'Amérique, les États-Unis, l'Inde et la Chine, et il resterait encore de la place. Donc, le continent africain est immense par rapport au reste. La représentation est très trompeuse. Si Madagascar se trouvait en Europe, ça donnerait quoi? Regardez Madagascar ici. Il y a une petite île. Ça remet les choses à leur place. Si l'Australie se plaçait au niveau de la Russie, voilà, tout ça c'est pour dire que si pour faire un rassemblement de tous les continents, il faut garder les proportions. Il faut garder les mêmes proportions. En considérant la forme des plateaux continentaux maintenant. Plateaux continentaux, c'est la partie qui est sous l'eau, qui n'est pas très profonde avant que ça s'enfonce vraiment dans les fosses abyssales. Et non celle des parties émergées, ce que l'on peut voir en surface. On peut reconstituer un continent unique différemment. On part des hypothèses différentes sur le découpage. On garde les mêmes hypothèses sur les zones, comment on va dire, avec les fossiles, avec les formes rocheuses, etc. Là, on garde les mêmes hypothèses. Mais on part juste du principe que la dérive des continents n'a pas été tout dans les mêmes directions, à la même vitesse, etc. Et que le découpage s'est fait différemment. On obtient ceci. On obtient une Terre qui forme une sorte de fleur à 8 pétales. Et si je trace le centre de ce monde, je tombe sur Israël, et en particulier sur Jérusalem. Et personnellement, je me suis amusé, en plus de reconstituer la carte, je me suis amusé à remettre Jérusalem, la ville avec ses 8 portes, parce qu'elle a 8 portes, et les 8 portes sont pile dans les axes des 8 pétales. Même un hasard assez surprenant. Ça, c'est juste pour le petit clin d'œil. Donc maintenant, on sait que la Terre s'est brisée et s'était enfoncée, c'est ce que dit la Bible, engendrant deux effets dévastateurs. Le creusement de canyons, Job 38, qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme. La pluie tombe ici, c'est matar. Matar, ça désigne bien le fait de pleuvoir. Par contre, le mot pluie, au verset 25, c'est chétef. Il ne désigne pas la pluie. Chétef, les flots impétueux débordants qui se répandent comme un torrent. Qui a ouvert un passage aux flots impétueux débordants qui se répandent comme un torrent? Littéralement, c'est ça. Et non pas la pluie. Un passage, Théala. Théala, une profonde tranchée. Ce qu'on appellerait, nous, un canyon. Qui a ouvert, palag, palag justement, mais au radical piel, fendre, ouvrir une brèche. Qui a ouvert une brèche, qui a fendu une profonde tranchée pour les torrents impétueux débordants qui se répandent comme un torrent. Donc, on a eu des creusements de canyons et une érosion planétaire. Il faut juste imaginer que si vous
faut imaginer que sur la planète, sur le continent unique, vous creusez une tranchée et l'océan se déverse dedans. C'est colossal, c'est des milliards de mètres cubes qui se déversent dedans. Donc la Bible nous dit que c'est ce qui s'est passé. C'est qu'il y a eu des tracés, des tranchées qui ont été tracées sur le continent et l'océan s'est engouffré dedans. Ça, c'est creusement de canyon. Deuxième effet dévastateur du fait que la Terre se soit enfoncée, donc que l'eau soit venue tel un tsunami planétaire, soit venue submerger la Terre, on a une érosion planétaire. Ésaïe 24, 18, nous l'avons lu tout à l'heure. Nous avons vu que la Terre sont ébranlées, rage, on a vu que c'était rendre en grain. On imagine bien ce qui se passe sur le passage d'un torrent poussé par les océans. On voit ce que ça donne un tsunami. Un tsunami, c'est rien à côté de ce qui s'est passé au déluge. Là, il y a une petite animation qui montre un petit peu ce qui a pu se passer. C'est-à-dire qu'en fait, l'eau est submergée. En submergeant, elle arrache toutes sortes de choses au niveau du sol. On va voir tout à l'heure que c'est plus qu'arracher toutes sortes de choses, c'est qu'elle a tout enlevé pour tout mettre en suspension. Donc, il y avait énormément de sédiments en suspension. Maintenant, on va parler de l'érosion hydraulique. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand l'eau déferle dans une rivière, dans un canyon ou un tsunami. Considérons le roulement d'une sphère. On imagine une sphère, une boule, qui roule sur un sol. Cette sphère a un rayon, a une vitesse de rotation et une masse m, avec une vitesse v. Donc elle avance, elle roule. Donc elle tourne sur elle-même et elle avance. Elle roule. Vitesse de déplacement linéaire, v égale oméga r. L'énergie du mouvement de la sphère, E égale 7 dixièmes de mv2. Je ne rentre pas dans le détail pourquoi ce n'est pas un demi de mv carré, le physicien. C'est parce que là, on a pris en compte les frottements, alors que quand on prend un demi de mv carré, il n'y a pas de frottement. Voilà. Et on a pris des frottements, une loi classique sur les frottements simples. À une vitesse donnée, l'énergie cinétique est directement proportionnelle à la masse de la m de la sphère. On peut imaginer, pour prendre un exemple, vous prenez un bus qui roule à 50 km/h, une voiture sans permis qui roule à 50 km/h. Si les deux rencontrent un mur, il y en a un qui va faire plus de dégâts que l'autre, pourtant ils roulent à la même vitesse. C'est assez facile à comprendre, ça dépend de la masse. Lorsque deux sphères circulent à la même vitesse, on a une première sphère qui circule, donc il y a une énergie du coup 7 dixièmes de mv carré. Et la deuxième sphère, qui est plus grosse, c'est pour ça que j'ai pris grand M, eh bien, elle roule à la même vitesse, et donc elle a une énergie supérieure. Avec petit m plus petit que grand M. Donc on a une énergie, l'énergie de la deuxième est plus importante que la première. La sphère qui a le plus d'énergie cinétique peut passer des obstacles plus importants. Je vais prendre l'exemple de mon bus et de ma voiture sans permis. S'il y a un mur, si c'est un mur de jardin, il est fort probable que la voiture sans permis s'encastre dans le mur et n'aille pas plus loin. Par contre, il est fort probable que le bus, lui, il détruise le mur et qu'il continue sa route. Voilà. Donc, plus il y a de l'énergie, plus l'obstacle à franchir va être facile à franchir. La sphère la plus grosse passe plus facilement par-dessus les obstacles. Alors, il y a une petite animation ici qui montre le cas. On a deux sphères ici. Voilà. Alors, en plus, il y a l'effet de rayon, hein, mais bon, je ne rentre pas dans les détails. La plus grosse, qui a plus d'énergie cinétique, va passer plus facilement la marche que la plus petite. Les sédiments arrachés sont de différentes tailles. On imagine une vague océanique. Je fais une petite parenthèse. Certains émettent l'hypothèse que si jamais les îles Canaries se coupaient en deux et tombaient, puisque les îles Canaries, qui sont sur l'est de l'océan Atlantique, touchent le fond, évidemment, enfin, c'est pas une île flottante, hein, mais que la moitié de l'île est en suspension, c'est-à-dire qu'il n'y a que la moitié de l'île qui est portée, en fait. Et il y a une fissure entre les deux. Et donc, certains émettent l'hypothèse que si jamais un jour l'île Canaries venait à se fendre et que la moitié de l'île sombrait dans l'eau, ça créerait une vague, ils estiment, de 950 mètres de haut, qui se déplacerait à plus de 200 km/h tout droit sur la côte est américaine. Et ce n'est qu'une île qui tombe. Nous ne sommes pas sur un déluge mondial. Imaginez les vagues. On peut imaginer des vagues qui atteignent 1 km de haut. C'est colossal. Donc là, on a toutes sortes de choses qui vont être arrachées. Il n'y a plus rien qui tient. Tout part comme des fétus de paille.
C'est pire qu'un tsunami. Un tsunami, c'est rien à côté. Donc, nous avons des sédiments de différentes tailles que j'ai représentés ici par des gros cailloux et des petits cailloux. Et l'ensemble est entraîné par les écoulements de l'eau. Les petites particules possèdent une énergie cinétique faible. Les grosses particules possèdent une énergie cinétique importante. Logique. Les petites particules se déposent au pied de la couche en mouvement. Elles s'arrêtent tout de suite. Dès qu'elles trouvent un obstacle, elles s'arrêtent. Les grosses roulent à la surface du dépôt de fines particules. La ségrégation des particules intervient lors de mouvements latéraux, de mélange hétérogranulaire. C'est une expérience que je vous invite à faire pour ceux qui le souhaitent. Vous achetez du sable de référence de couleurs différentes, ça on voit bien, et de granulométrie différente. Vous achetez du sable, vous avez des sables de décoration, vous avez des tailles de petits grains de sable qui sont variables, donc vous prenez 2 grains différents, vous les mélangez, vous les posez sur une plaque de plexiglas ou en verre, et vous la secouez la plaque. Comme ça va être fait ici sur l'animation, vous la secouez, voilà, et vous allez voir rapidement toutes les grosses particules qui vont se mettre sur le dessus et toutes les petites particules qui vont se mettre sur le dessous. Si on regarde au-dessous, voilà, dessous on voit ce qui est jaune, c'est-à-dire les petites particules. Automatiquement, on va avoir ce qu'on appelle une ségrégation des particules. On va séparer, rien qu'en secouant, on va séparer les grosses des petites particules en ayant les grosses par-dessus et les petites par-dessous. Genèse 8, 3. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Se retirèrent, choub, qui veut dire littéralement se retirer en retournant en arrière. En fait, ça veut dire que les eaux sont allées à un endroit où elles n'étaient pas, et elles sont ressorties. Ça se comprend. Au début, les eaux sont montées, et elles sont redescendues. Conjugué à l'imparfait, en hébreu, action, processus long et répété. Donc, ce n'est pas elles sont retirées d'un seul coup, c'est qu'elles se sont retirées petit à petit, quelque chose de répété et de long. S'en allant et s'éloignant. S'en allant à lac. Alak veut dire couler en avançant. Elle coule en avançant ou en traversant. S'éloignant, chouv. Ah, on a le même terme que tout à l'heure. Les eaux se retirèrent, chouv, dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, chouv. Décrit un mouvement de va-et-vient, s'en allant et s'éloignant. Donc il y a un mouvement de va-et-vient où la terre, en fait, l'eau, pardon, elle s'est retirée, elle est revenue, 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 elle s'est retirée, elle est revenue pendant 150 jours. Donc il y a eu des mouvements de va-et-vient. Et les eaux diminuèrent, chasser qui veut dire diminuer. Conjugué à l'imparfait aussi, donc c'est quelque chose de long et répété. Donc la description qui est faite dans la parole de Dieu nous dit que l'eau est descendue en faisant des va-et-vient et en reculant à chaque fois un peu. Voilà. Ça ne s'est pas fait en un seul coup, c'est pas tout rempli, tout vidé. Description d'un retrait des eaux assez lent, ça ne s'est pas fait d'un seul coup, 150 jours quand même, donc quasiment 5 mois, pas quasiment, c'est 5 mois, hein, 5 mois pour se retirer, environ 5 mois. D'un retrait des eaux alterné, ça ne s'est pas fait d'un seul coup, c'est pas comme si on vidait une bassine dehors, elle se vide par à coup, avec des allers-retours transversaux, donc, de droite et de gauche, en traversant. C'est-à-dire qu'en fait, je refais le truc, on imagine l'eau qui s'écoule, si je vide une bassine de haut vers en bas, donc là on a une verticale, mais la Bible nous dit qu'en plus il s'est passé un mouvement transversal, horizontal, comme ça, en plus, de va-et-vient. L'eau s'est coulée dans un sens, et perpendiculairement, on a des mouvements transversaux. Tout simplement pourquoi? Parce que 150 jours, c'est quand même assez long, et la Lune, eh bien, elle exerce son pouvoir sur l'eau, c'est-à-dire les marées. Donc pendant 150 jours, il y a eu des marées planétaires, je dirais. Phénomène de marée. La période des marées est de 12 heures, 25 minutes, 14 secondes environ. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait 2 par jour. Ça dépasse, c'est pour ça que ça décale légèrement. Ce qui fait en 150 jours 290 marées. Ça veut dire qu'il y a eu 290 allers-retours de l'eau, je dirais d'est en ouest, d'ouest en est.
pendant qu'elle est descendue du nord au sud, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. La Bible nous dit que l'eau est descendue du nord vers le sud. Précis quand même. Alors ça va être important, ce détail, parce que c'est ce qui va permettre de comprendre la suite. Maintenant, on revient sur des expériences de sédimentation, dépôt des sédiments. Que se passe-t-il dans un fort courant continu? C'est-à-dire que si on imagine un courant d'eau qui circule avec énormément de sédiments, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va voir ce qui se passe. Ce qu'on appelle un mélange cisaillé à angle de frottement interne, c'est-à-dire qu'en fait, c'est horizontal. Et qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient même caractéristique de ségrégation. On obtient des couches qui se superposent. Pourtant, tous les sédiments sont mélangés dans le courant. L'expérience est faite avec un courant continu, avec une pompe, et un système qui mécaniquement verse dans l'eau des sédiments mélangés. Et on obtient des couches. Le déluge au total a duré plus d'1 an. Peut-il y avoir une ségrégation répétitive sous une alimentation sédimentaire continue en milieu submergé? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il se passe des couches superposées au fur et à mesure que le courant coule? Parce que jusqu'à présent, on nous dit que les couches géologiques, c'est parce que l'eau est montée, elle est restée longtemps, donc ça s'est déposé tout doucement. Ça a fait une couche, puis l'eau s'est retirée, ça a séché, puis l'eau est remontée, il y a une petite couche qui s'est déposée gentiment. Ça a mis des millions d'années. Là, on est en train de voir que sous un courant continu, en quelques minutes, on peut obtenir plusieurs couches. Voici une expérience qui est faite. J'invite une fois de plus tous ceux qui veulent le faire à le faire, parce que c'est très simple. Mélange de sable, jaune et noir, de tailles différentes, et on verse dans de l'eau, avec un entonnoir. On verse le mélange dans de l'eau. Et qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient des couches. On n'obtient pas un mélange, on obtient des couches superposées. Donc, si je pars du principe que pour chaque couche, il faut plusieurs années pour que ça se dépose gentiment, en quelques minutes, j'ai obtenu un dépôt qui est daté de plusieurs années, en tout cas plusieurs mois. Effet similaire produit par les écoulements turbulents autour des particules. C'est-à-dire qu'en fait, quand la particule tombe dans l'eau, ça crée de légères turbulences qui fait qu'on a une ségrégation. C'est-à-dire qu'en fait, on a les particules qui ont plus d'énergie cinétique que les autres, vont se séparer, et du coup, on va avoir des couches qui vont se poser les unes par rapport aux autres. La lamination résulte de la périodicité des turbulences annulaires. Un peu technique, toutes ces turbulences-là ont des périodes données, et c'est ça qui va engendrer les couches. D'autres expériences montrent que l'épaisseur des laminaires s'accroît avec le taux d'alimentation du mélange hétérogranulaire. Hétérogranulaire, ça veut dire de différentes tailles. C'est-à-dire que si, jusqu'à présent, ce que je vous ai montré sont des expériences où le flux est continu et l'apport en sédiments est continu. C'est toujours la même chose. Maintenant, si on imagine des apports discontinus, c'est-à-dire que d'un coup on en met beaucoup, puis à un moment donné on en met beaucoup moins, puis après on en met beaucoup, puis après on en met beaucoup moins, qu'est-ce qu'on obtient? C'est ce qu'on va faire ici. Là, c'est dans l'air. Là, c'est même pas dans l'eau, c'est dans l'air. Donc on verse. Et voilà ce qu'on obtient. Vous pouvez le faire chez vous. C'est très simple. Voilà ce qu'on obtient. On a ce qu'on appelle une ségrégation et des couches. Et des couches. D'ailleurs, l'angle, après, va avoir une particularité, c'est qu'on va approcher l'angle de 36,7 degrés, quelque chose près, et c'est l'angle que l'on va retrouver d'ailleurs dans les couches géologiques. Curieusement. Dans le vide, on retrouve les mêmes effets de lamination. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, on a fait l'expérience dans de l'eau, là, on a fait l'expérience dans le verre, et maintenant, si on fait l'expérience dans le vide, eh bien, on obtient la même chose. Un peu moins fort, un peu moins marqué, je dirais, mais on a une lamination qui ne résulte que des interactions mécaniques entre particules. Ça, tout dépend de la taille des particules, de la densité des particules et de la forme des particules. Lors de la première phase du déluge, les flots entrent par les fissures. Les fissures, c'est ce qu'on appelle, ce sont des fosses abyssales, là où la terre s'est déchirée. On a encore les traces aujourd'hui, ce que j'appelle les fermetures éclairs qui sont ouvertes.
Là, on a. Maintenant, on imagine que cette eau, elle ne s'est pas engouffrée sur le continent par ces fissures, par ces failles. Érosion hydraulique puissante et formation de boue hétérogranulaire, c'est-à-dire que là, ça a tout arraché sur son passage et ça a amené énormément de boue, de sédiments de différentes tailles. C'est-à-dire qu'on imagine des vagues, même des blocs de centaines de tonnes, c'était rien à côté. Donc imaginez. Lamination par cisaillement, c'est-à-dire qu'en fait c'est horizontal, ce qu'on a vu tout à l'heure. Des eaux remontent des sous-sols, ce que nous dit la Bible. En plus, il y a de l'eau qui est remontée par le sous-sol, qui engendre quoi? Des turbulences. Qui engendre des turbulences. Donc lamination par dépôt dans les cuvettes. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de droit, et quand il y a une remontée, ça vient perturber, donc créer des turbulences. Et si ça crée des turbulences, à ce moment-là, on va avoir des dépôts, ce que j'appelle dans les cuvettes, c'est-à-dire ce qu'on a à l'écran ici. Dans le fait des cuvettes, ça va être très important. On a des cuvettes que l'on retrouve à plusieurs endroits. Et c'est justement, curieusement, à ces endroits-là qu'on va retrouver, par exemple, d'énormes épaisseurs de sel, de craie, ou des couches de fossiles de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. En fait, ce sont des zones où les courants se sont rencontrés et ont ramené tout et ont entassé tout. Et ensuite, ils sont tournés en rond, comme dans une sorte de baie. Vous imaginez l'eau qui rentre dans une grande baie et qui tourne en tourbillon et qui vient ramasser tout. Et ça devient, entre guillemets, une poubelle. C'est ce qu'on trouve sur la mer, par exemple, sur certaines baies, avec des forts courants océaniques. Et au fond de la baie, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a tous les sacs plastiques jetés par les marins, on a tout quoi arrive là, parce que c'est une voie sans issue, et c'est en tourbillon, donc on accumule. Donc là, c'est ce qui s'est passé pour tout ce qui va être déchets, je dirais, et y compris ossements, animaux morts, etc. Pendant le déluge. Lors de la seconde phase du déluge, les flots se retirent, les continents émergent. Autre lamination par dépôt, c'est-à-dire qu'on a une première lamination dans un sens, où là, ça va plutôt être de l'arrachage et du stockage dans certains coins. Et ensuite, quand l'eau va descendre, par mouvement répété, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, en fait, on va avoir plusieurs laminations par cisaillement interne et plusieurs effets de lamination par dépôt. Autre lamination par cisaillement. Reprenons le profil d'un delta. Un delta, c'est là où l'eau se jette d'une rivière, embouchure d'un flux hydraulique. Nous avons une embouchure, donc avec un profil. On a la partie supérieure du delta, on a ce qu'on appelle la face frontale du delta, le front du delta, et on a la partie inférieure du delta. Logique. À un temps T1, les sédiments continuent à arriver. Donc ça, c'est un temps T1. Donc à un temps T1, voilà, on a fait un arrêt sur image, on a ce profil-là. Les sédiments continuent d'arriver. Donc on a des sédiments de différentes tailles qui arrivent et qui roulent les uns par-dessus les autres, parce que l'eau est chargée de sédiments. Les gros éléments se déposent sur la face frontale du delta. Les petits éléments se déposent sur la partie supérieure du delta, puisqu'ils ont moins d'énergie cinétique, donc ils se déposent dès qu'ils rencontrent un obstacle, tandis que les autres, ils roulent plus loin. Et on a des petits éléments qui se déposent sur la partie inférieure du delta. Pourquoi? Parce que ce sont les éléments qui ont été en suspension et qui vont se déposer. Au temps T2, partie supérieure du delta, partie frontale du delta, partie inférieure du delta. L'accumulation de sédiments entre le temps T1 et T2, c'est la partie rosée ici. Ce qu'on appelle une couche sédimentaire. On a ici un exemple. Voilà. Donc on a un front, l'eau s'écoule avec des sédiments, et on voit que le front avance. Vous voyez? Le front avance. Comme je l'ai dessiné ici. Un zoom sur la surface supérieure permet de voir la lamination par cisaillement, ici. Ici, on a du cisaillement. L'épaisseur du dépôt décroît à l'approche de la face frontale du delta. Donc ça décroît ici. Et ensuite, on a la face frontale et ça repart ici. Oui. Cette vidéo, ce sont des vidéos qui ont été faites dans des centres de recherche en sédimentologie
réalisée par M. Guy Berthaud, français, qui depuis des années étudie la sédimentologie et qui a filmé en fait des expériences qui sont faites dans les laboratoires de sédimentologie à Moscou, au Canada et en France. Donc ça, en fait, on peut le faire soi-même. Bon, il faut juste un peu de matériel, une pompe et tout ça, mais c'est pas très compliqué en soi. Mais ces vidéos, en fait, sont issues d'expériences qui ont fait l'objet de publications officielles en sédimentologie. Et d'ailleurs, M. Berthaud a reçu plus d'un titre à ce sujet. Officiellement, il a été reconnu comme ayant fait des découvertes fondamentales sur la sédimentologie. Grâce à ça, puisqu'on a des méthodes de dépôt, eh bien, on a pu expérimenter que ce que l'on pensait être des dépôts verticaux par dépôt tranquille pendant des années, qui existent, dans un lac, ça se dépose tranquillement. Mais il existe un autre phénomène de dépôt sous des flux importants qui sont comme ça. Après un long intervalle de temps, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a le front du delta qui avance. Une couche de particules fines au-dessus, une couche de grosses particules au milieu et une couche de particules fines en dessous. La chronologie des dépôts sédimentaires dépend des couches et non des strates. Les couches, c'est les parties ici qui descendent et qui remontent. Vous voyez? Les strates, c'est ça. Donc, si je mesure les strates les unes sur les autres ne représentent pas des temps les uns après les autres, parce que les temps sont représentés par les couches sédimentologiques. Je vais revenir là-dessus. Récapitulons. On a nos avancées du front. Les isochrones. Isochrone, ça veut dire du même temps. Iso, identique, chronologie, chrone, du même temps. Correspondent aux interfaces entre les couches et non entre les strates. Les couches, c'est ce qui est en rouge, et les strates, c'est ce qui est en vert. L'épaisseur des strates dépend des changements de matériaux. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. L'épaisseur de la strate ne dépend pas du temps, mais dépend du flux. S'il y a beaucoup de flux et beaucoup de matériaux transportés par l'eau, la couche va être épaisse. Si j'ai peu de matériaux transportés, la couche va être fine. C'est logique. Dépend des variations de vitesse d'écoulement des fluides porteurs. Une conséquence renversante, entre guillemets. Je reprends mon profil. Prenons deux particules. On va prendre la particule 1 de la couche supérieure. On va appeler la particule A, ici. Et je prends une de la couche inférieure, qu'on va appeler la particule B. La particule A appartient à la couche sédimentaire du temps P1. La particule 2, ou B, appartient à la couche sédimentaire du temps P3. Résultat, la particule A s'est déposée avant la particule B. Donc, la particule qui se trouve en haut est beaucoup plus vieille que la particule qui se trouve en bas. Ça veut dire que si j'ai un fossile ou un animal qui se fait ensevelir en haut, il est probable qu'il soit beaucoup moins âgé que celui qui est en bas. Ça veut dire que là, on est en train de démontrer que toute la chronologie qui est faite par rapport aux couches sédimentaires est fausse. Parce que ce qui est en dessous peut être beaucoup plus récent que ce qui est au-dessus. Ce n'est pas parce que ça a été renversé, chamboulé, c'est parce que le principe même d'un dépôt sous flux continu, c'est-à-dire de l'eau en mouvement, amène, par l'expérience, c'est simple, à démontrer qu'il y a des dépôts qui sont suivant des couches sédimentaires et non pas suivant des strates. J'espère que je suis clair. Donc, la particule A appartenant à la strate supérieure, la particule B appartenant à la strate inférieure. Donc, on a la particule A qui est plus vieille alors qu'elle est dans une strate plus haute que la particule B. Donc, si à un moment donné, je creuse ici, peut-être que je vais trouver, allez, à 10 mètres de profondeur, je trouve la particule A, je creuse et je trouve à 80 mètres de profondeur, je trouve la particule B, et je considère que la particule B est beaucoup plus vieille que la particule A, alors que c'est l'inverse. Expérience sur les écoulements longs. Donc, cette fois-ci, on prend des écoulements très longs. En fait, on a un long couloir. L'expérience a été faite sur un long couloir d'eau, avec des flux sur un long couloir. Qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient toujours la lamination par cisaillement. On va obtenir toutes sortes d'effets, en fait, par des effets de turbulence. On a
des collines, on a des dunes, on a des creux, on a des bosses qui vont se former avec des strates. Je parle bien de strates que l'on peut voir à l'œil. Et du coup, on obtient un profil. Si on arrête ça, je fais une coupe et là, je peux dire, oh là là, vu tout le nombre de strates, ça a coulé au moins pendant un siècle et demi, alors que ça a coulé pendant une semaine. Donc, ça veut dire que toute la chronologie établie sur une lecture des strates est fausse. Avec un débit constant et un apport sédimentaire continu et uniforme, le relief engendré par les dépôts est très accidenté. On n'obtient pas quelque chose de régulier. C'est des longs fluides qui coulent sur de longues distances. Parce que dès qu'on va avoir une aspérité quelque part, on va avoir une accumulation, donc on va avoir un défaut plus grand, donc on va avoir une épave. Et voilà, c'est parti. On va entraîner des turbulences. Et après, les effets de turbulence sont très complexes, on va le voir tout à l'heure. Donc on a des développements de dunes, on a des développements de rides, on a des développements de creux, toutes sortes de reliefs. Si je prends ce qu'on appelle un relief classique, on a des dunes, des petites montagnes et des grandes montagnes. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Formation des reliefs actuels, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu de l'eau qui a coulé en forte quantité sur 150 jours, donc une période assez longue, sur des longues distances, et en plus avec des flux et des reflux, c'est-à-dire avec des perturbations, eh bien on va créer des rides, des dunes, des grands reliefs qui, quand ils vont monter, vont nous donner des montagnes, des collines, toutes sortes de choses. Ce que nous avons aujourd'hui. Vous remarquez que pour l'instant, la tectonique des plaques n'intervient jamais. Alors, on ne va pas en parler ce soir, hein, la tectonique des plaques, mais la tectonique des plaques, peut-être qu'un jour on le fera, on démontrera que là aussi, la théorie ne tient pas par rapport aux expériences et ce qu'on peut constater sur le terrain. Donc, l'orogénèse par la tectonique des plaques n'est pas sérieuse. Je vais donner un exemple tout à l'heure pour montrer que ça ne tient pas. Donc, on a formation des reliefs actuels, formation des montagnes jeunes, on a les montagnes anciennes, les plateaux, les collines, tout ça peut être formé. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout s'est exclusivement formé quand les eaux se sont retirées, mais tout ça a pu largement se former pendant le retrait des eaux. Parce qu'il y avait des montagnes anciennes qui certainement étaient là avant le déluge, qui ont été rabotées, on va en parler tout à l'heure, qui ont été rabotées, donc qui ont amené énormément aussi de sédiments, et donc qui font partie des montagnes anciennes. Celles-là, elles ont été complètement érodées. Mais on va en parler tout à l'heure. Montagne jeune, théorie de la tectonique des plaques, c'est ce qu'on nous dit, hein, la montagne jeune, c'est la tectonique des plaques. Orogénèse par collision continentale, par subduction, par obduction. Bref, je ne rentre pas dans les détails, mais ça ne marche pas. Montagnes jeunes, elles sont ici. Donc là, on nous dit, oui, c'est la collision des plaques, donc ça marche très très bien. Sauf que là, on a des montagnes jeunes qui sont en plein milieu du continent africain, donc plein milieu de la plaque africaine, donc qui n'a aucun rapport avec la tectonique des plaques, puisqu'il n'y a pas de faille et il n'y a pas de continent qui se rencontrent, au centre d'une plaque, voilà. Pas d'ondulation, on a une montagne en plein milieu, mais il n'y a pas de pli tel qu'on nous l'explique par la compression des plaques, il n'y a pas de pli, il n'y a rien, juste une montagne, avec le Kilimandjaro ici, qui est à 5000 mètres d'altitude, d'un coup comme ça en plein milieu. Donc, ce qui montre que la tectonique des plaques ne répond pas à la question de l'orogénèse. Par contre, la sédimentologie et les écoulements de fluides durant le déluge expliquent l'orogénèse. Restons sur les cuvettes. Je reviens sur les cuvettes, tout à l'heure on en a parlé, là, avec les tourbillons. Zone d'épaisses couches sédimentaires de sel dans ces cuvettes, qui peuvent atteindre plusieurs milliers de mètres. On a, sous la Méditerranée, on estime qu'il y a à peu près 2000 mètres d'épaisseur de sel. On appelle ça la crise de salinité du messinienne, c'est du messinien. Messinien est une époque géologique. J'en parlerai pas plus. Donc, on a un enregistrement sismique du fond de la Méditerranée où on voit en rouge ici, ce qui a été coloré en rouge, c'est les couches de sel. Sachant qu'on sait que pour qu'il y ait un dépôt de sel, il faut que c'est très très long. Pour un marais salant, il faut laisser s'évaporer l'eau. Alors, on nous dit que pour qu'il y ait cette couche-là, en fait, la Méditerranée a été remplie d'eau. Puis, elle a été fermée par rapport à l'océan, puis tout s'est évaporé. Puis, elle a été re-remplie d'eau. Puis, ça s'est re-évaporé. Puis, elle a été remplie d'eau. Puis, ça s'est des milliers de fois. Alors, ça, il y a un défaut quand même dans cette théorie, c'est que le sel est pur.
Ça veut dire que pendant des milliers d'années, il n'y a pas eu un seul animal, une seule feuille qui s'est déposée là-dedans. Donc ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Donc, ces zones cuvettes, là, zones de turbulence circulaire par rencontre des courants diluviens. Première phase, j'ai pris une petite carte, la première phase du déluge, l'eau rentre par les failles, là, et elle va, par exemple, ici, au niveau de l'Amérique du Nord, ici, se rencontrer. Il y en a aussi au Mexique, il y en a plusieurs endroits, je n'ai plus qu'un seul exemple là. Et en se rencontrant, eh bien, les deux courants vont se dévier et vont créer des tourbillons. Les turbulences sous forme de tourbillons. Seconde phase du déluge, donc là on a des continents. Eh bien, l'eau, quand elle se retire, on a les mêmes phases de cuvette qui vont se vider en tourbillonnant pour sortir de la cuvette. Genèse 7, 24, les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Furent grosses, Vaïd Bérou. Vaïd Bérou, ici il y a deux lettres, le yod et le beit, ainsi que le vav, qui sont pointées, il y a trois lettres pointées. Donc, dans l'étude sémantique, je les double et je regarde ce que ça donne. Je ne prends pas la première lettre, parce que la première lettre, lorsque c'est un vav, ça veut dire et. Nous, c'est E et ET, et ceci et cela, donc la conjonction de coordination. Donc, je ne la compte pas. Donc, on a deux yods, signe de puissance. Gimel beit, action de placer quelque chose sous une autre chose. Beit reish, action de tourner sur soi, forme un cercle en tourbillon. Et vav, vav, ce qui entraîne une conversion d'un état dans un autre état. Avec un diacritique ici qui est le sof pasouk. Sof pasouk qui veut dire que ce mot est directement lié au mot suivant qui est l'eau. Voilà. Donc en français, l'eau est passée avant, mais en hébreu, il est passé après. Donc, cette puissance, cette action de placer quelque chose sous une autre et de tourner sur soi en rond pour changer quelque chose d'un état à un autre, c'est l'eau qui le fait. Donc, c'est une description de ce qu'on appelle la période messinienne, pendant le Miocène, une période géologique, qui est donnée par les paléontologues et les géologues. Description de la phase de transformation d'éléments enterrés pour être transformés. La parole de Dieu nous parle ici d'une phase qui s'est passée et où des choses ont été transformées. Il nous parle du pétrole, j'en parlerai pas ce soir, j'en parlerai peut-être une autre fois, intéressant. Des sels, j'en parlais tout à l'heure. De la fossilisation, il y a des choses qui ont été enterrées et qui ont été transformées. Et formation des veines de craie, dont je ne parlerai pas ce soir non plus. Sous l'effet de vortex énormes. Vortex, c'est-à-dire de tourbillons. Donc on a des effets de vortex énormes qui créent des pressions énormes. Et par exemple, du pétrole, aujourd'hui, on sait fabriquer du pétrole. On met des éléments, en fait, des végétaux. On les compresse à peu près à 200 bars, ce qui est une forte pression, hein, et à 350 degrés. Et en 1 heure, on obtient du pétrole. Voilà, là, vous allez sur Internet, vous allez trouver. En 1 heure, on obtient du pétrole. Alors, certains vont dire 200 bars, mais c'est énorme. 200 bars, c'est pas si énorme que ça. Sur les plateformes pétrolières, quand on va chercher le pétrole, justement, on fore, et on a une pression de 4000 bars. Donc, 200 bars, ça n'a rien d'exceptionnel. À partir du moment où vous avez 1 km de terre au-dessus de vous, la pression, elle est colossale. Donc, les 200 bars, on les a. Donc, faire du pétrole, ça prend à peu près 1 heure de temps. Test en flux tournant maintenant, parce que je parle des cuvettes et des tourbillons, des vortex. Donc, on a des tests qui ont été effectués avec une machine comme ça. C'est une machine circulaire avec des pales. Vous voyez, donc le courant est circulaire, au milieu, il n'y a rien. C'est juste un couloir, mais qui est circulaire. Voilà, donc on va la voir tourner. Voilà. Donc, on a des eaux chargées en sédiments et on a des pales qui la font tourner, en fait, à vitesse continue ou variable, enfin, on fait différentes choses. Là, en l'occurrence, pour l'expérience, les pales entraînent l'eau chargée de sédiments en tournant. À une certaine vitesse, les pales sont libérées et se relèvent pour ne pas créer de turbulences additionnelles. C'est-à-dire que dès qu'on arrive à une certaine vitesse, on ne va pas entretenir le courant, on va lever les pales, tout doucement, on va les laisser se lever, les pales, comme c'est sur l'écran là. On va laisser l'eau circuler, donc elle va ralentir, et à un moment donné, avant même qu'elle s'arrête, on recommence. En fait, pour créer cette alternance, comme dit la parole de Dieu, de va et vient, de l'eau qui va
qui ralentit, qui repart, et qui ralentit, qui repart, et qui revient, et qui repart. Donc, des allers-retours à des vitesses variables. Le flux ralentit et finit par presque s'arrêter. Voilà, cycle d'entraînement du flux circulaire. C'est le cycle, on accélère, on laisse ralentir l'eau tranquillement, et on réaccélère et on laisse l'eau ralentir, et on regarde ce qui se passe. Les courants tournants induisent des vitesses d'écoulement s'accélérant du centre du dispositif vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a un gradient de vitesse. C'est-à-dire que ceux qui connaissent un peu, mais comme on tourne autour d'un axe, l'eau va plus vite à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc on a ce qu'on appelle un gradient de vitesse. Formation de vortex complexe. Puisqu'on a un gradient de vitesse, on commence à avoir ce qu'on appelle des laminaires de flux. Formation de courants spiralés. J'ai mis un exemple quand on a un avion. Le fait qu'ils viennent perturber en fait et qu'ils génèrent des vitesses d'écoulement d'air différentes entre sous l'avion et sur l'avion, et bien derrière lui, ça génère des choses comme ça. C'est-à-dire ce qu'on appelle des tourbillons. Alors, il existe différentes formes de tourbillons. Les plus connus sont les tourbillons de von Karman, mais il y a différentes formes. Et donc, ce sont ce qu'on appelle des perturbations, des turbulences, qui sont parfois anticipables, et d'autres, parfois, ce n'est pas du tout. C'est erratique. Avec la possibilité de génération de phases de cavitation dans certains cas. Cavitation, quand on arrive à une certaine vitesse, on a un tel décalage entre différents laminaires qu'à un moment donné, entre les deux, il se forment des petites bulles de gaz. Donc, ce qu'on appelle la cavitation, qui est capable d'arracher des morceaux de rocher ou des morceaux de métal. C'est le problème d'ailleurs pour les bâtiments, pour les bateaux, lorsqu'ils ont des hélices, certaines hélices qui tournent à une certaine vitesse, qui génèrent des laminaires, créent de la cavitation et qui peut carrément creuser le métal par des explosions, en fait, micro-explosions. Donc, ce phénomène peut se produire dans notre test, en fonction de la vitesse. Résultat, eh bien, on a aussi des dépôts de strates. J'ai mis une photo. Moi, c'est clair. Hein, en quelques heures, on obtient des strates. Avec parfois des ruptures de continuité dues à la formation de turbulences erratiques. Je vais mettre un exemple. Ici, on a 3 strates. Ici, on a sur un moment donné, là, sur la verticale, on n'a plus de strates. Et juste après, on a 4 strates. Donc là, on a eu un effet de turbulence qui fait que, par différentes choses, et en particulier un vortex, on a supprimé les strates, puis on a remis les strates. Il y en avait 4 après. Donc ça montre que les écoulements linéaires sont faciles à considérer. Dès qu'on a des écoulements non linéaires, en tourbillon, ça devient très complexe. Une surprise, un verre est resté parmi les sédiments. Dans le test, normalement, tous les sédiments étaient tamisés pour que ce soit propre, qu'on puisse avoir la granulométrie qu'on voulait. Et un verre est passé à travers. Il a été enseveli verticalement, coupant les strates. C'est-à-dire que le verre, là, eh bien, il a été enseveli verticalement et il a traversé plusieurs strates. Au niveau géologique, ça nous rappelle les arbres fossiles. Vous avez des arbres fossilisés et dans certains endroits, des forêts entières fossilisées sur pied qui traversent des dizaines de strates. Or, on nous dit que chaque strate, c'est des millions d'années. Comment l'arbre a-t-il pu faire pour être fossilisé au niveau de sa racine et 50 millions d'années plus tard, il a été fossilisé sur la suite? Pour les géologues, ça, c'est un énorme problème. Alors que quand on fait des tests d'écoulement et de sédimentologie sous flux continu, on y trouve la possibilité facilement, je dirais, de se retrouver avec des fossiles qui traversent plusieurs strates. Je parle bien de strates, non pas de couches sédimentaires. Je réponds à une question qu'on pourrait me poser, mais à ce moment-là, pourquoi ne trouve-t-on pas de fossiles qui traversent plusieurs strates? Tout simplement parce que quand un animal est mort, il reste pas droit. Il s'effondre. On a rarement vu un animal mort rester debout sur ses pattes. Donc à partir du moment où il meurt, il s'effondre, et donc là, il se fait ensevelir immédiatement. Ah bah oui, ça se dépose. C'est surtout si c'est tourbillonnaire. D'ailleurs, les forêts
les forêts entières d'arbres fossilisés se retrouvent dans les cuvettes, là où il y a eu du tourbillon. C'est-à-dire que là où tout s'est fait, je dirais, de tous les côtés. C'est-à-dire que l'arbre, en fait, il n'a pas été balayé d'un côté où il serait tombé. Parce qu'on a des cas d'arbres fossilisés inclinés ou couchés. Mais là, on a des forêts dans les cuvettes d'arbres fossilisés debout. Ben, les animaux, non, parce qu'un arbre, même s'il meurt, il reste debout. Il met du temps quand même. Il met pas. Alors qu'un animal, là, dans la seconde où il meurt, il est par terre. Ça devient un tas par terre, quoi. Il ne reste pas debout. Raison pour laquelle on ne trouve pas de fossiles sur plusieurs strates. C'est que l'arbre, lui, il se tient par lui-même, donc il peut rester debout. Maintenant, je viens pour le sel. Exemple du bassin méditerranéen, souvent pris justement pour dire que forcément la Terre est âgée. Alors ici, j'ai une carte où on représente les profondeurs de sel. En rouge, c'est là où c'est très profond. En mauve, c'est là, c'est pas du sel. En mauve, c'est du... J'ai un trou, c'est pas grave. Le sel, c'est là où c'est rouge. Voilà, en Sicile, une mine de sel. Donc on voit les couches de sel qui se superposent ici. Première phase du déluge, nous avons dit qu'il y avait une érosion profonde de la terre. On a vu ça dans Ésaïe 24 avec moulu en grain. Donc on a une décomposition des roches. Les roches, elles se font littéralement broyer. Et on a bien vu le texte de Job, il dit que les roches se sont fait broyer par l'eau. On réduit en grains, en poussière. Décomposition des roches. Nous savons que 97% de la croûte terrestre sont des roches silicatées, le granit, le basalte, et que nous avons, le reste, c'est des roches carbonates, couches géologiques. Production d'ions bicarbonate, production de calcium. Dans les cuvettes, qu'est-ce qu'on fait? On accumule par courant tourbillonnant. On accumule, forcément, c'est, comme je disais, c'est pas la poubelle, mais c'est là où tout finit. Donc on va accumuler les ions bicarbonate et le calcium. Et on constate, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans tous les endroits où nous avons d'épaisses couches de sel sous terre, sous les bassins, il y a des failles. Il y a systématiquement des failles. Pourquoi? Parce que par les failles, l'eau s'est écoulée, a augmenté la densité de la saumure, c'est-à-dire là où il y avait du sel, puisque l'eau s'est écoulée, donc l'eau s'est concentrée en sel. Or, nous savons que ici, quand la densité augmente du sel, eh bien, il y a une précipitation très rapide du sel, comme ça. Donc, ça veut dire que si on a une saumure concentrée en sel et que l'eau s'écoule par des fissures, eh bien, on va avoir une couche de sel très importante en très peu de temps, et non pas en millions d'années. Maintenant, je vais parler de la fossilisation, un tout petit peu, parce que la Bible en parle. Dans Job, chapitre 38, versets 4 à 14. Tout à l'heure, on a déjà parlé du chapitre 38. Là, on va le voir un petit peu rapidement, un petit peu. Sinon, on va me reposer la question, mais comment je fais pour dire que Job 38, c'est le déluge? Verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. C'est Dieu qui parle à Job. Quand je fondais la terre, Yassad. Yassad, qui veut dire assembler fermement en un seul morceau. Où étais-tu quand j'assemblais en un seul morceau la terre? Là, on est bien sur la création avant le déluge. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Qui a fixé? Qui en a fixé les dimensions? Cham. Cham, ça veut dire fixer de façon violente. Verbe utilisé pour le retrait des eaux du déluge. Qui en a fixé les dimensions? Memadea. Littéralement, qui a établi, avec violence, la dimension des allers et retours? Littéralement, c'est ce que ça veut dire, si je traduis littéralement. Memadea, qui a fixé, donc c'est Dieu évidemment qui a fixé, mais on parle des allers-retours, donc là on parle bien de ce qui s'est passé pendant le déluge. Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Nata, faire pencher. Sur elle, ah là il y a une erreur, c'est pas nata, c'est un copier-coller malheureux, c'est une préposition qui donne un mouvement. Qui a fait pencher dans un mouvement le cordeau, cave, désigne une ligne mathématique de référence. Qui a fait pencher la terre? Il y a une autre étude, je ne vais pas le faire ce soir, le psaume 104, qui montre que la Bible nous dit que la terre s'est penchée sur son axe. Vous savez, elle n'est pas droite sur son axe, elle a ce qu'on appelle un angle écliptique.
23 degrés, eh bien, la Bible nous dit que c'est pendant le déluge que la Terre s'est inclinée sur son axe. Et si on regarde bien, il y a une autre étude où j'en parle sur pendant la création, quand Dieu dit qu'il créa les grands luminaires, il y a une étude qui le montre clairement, Dieu a créé la Lune pour protéger la Terre, parce que s'il n'y avait pas eu la Lune pendant le déluge, la Terre ne serait plus, parce que quand elle s'est penchée sur son axe, c'est l'attraction de la Lune qui fait qu'elle s'est arrêtée, et sinon elle se serait effondrée. Donc ici, qui a incliné l'angle de référence de la Terre, de cette Terre? Dieu. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Sur quoi ma? Ma qui veut dire comment. Comment ces bases sont-elles appuyées? Tabac, enfoncées, coulées, être noyées. Comment ces bases se sont noyées, ont été coulées sous l'eau? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ça concerne toujours le déluge, mais j'en parle pas parce que c'est la protection par rapport à la Lune, mais aussi aux autres lunes du système solaire. Enfin, ça serait trop long. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Depuis que tu existes, Emiyameka, le iode est pointé, donc je le double. Et quand je regarde, ça veut dire le lalé, l'eau, donc l'eau en fait, les eaux ou l'eau. Ensuite, on a iode meim, amassé, amoncelé, moyen, lieu par lequel quelque chose est restreint. Depuis que tu existes, littéralement, c'est les eaux amoncelées, bloquées. Dieu a arrêté les eaux. Et on voit bien ça dans Genèse, quand il dit qu'il a donné une limite à l'eau afin qu'elle ne la refranchisse plus. Donc là, Dieu est en train de dire à Job, qui a mis cette limite? Moi. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Les méchants, Rézaïm qui veut dire les coupables. Donc c'est bien les méchants, les coupables, ceux qui méritent le jugement. Et il y a un mot qui n'est pas traduit après ici, qui est mimena, qui veut dire à cause de ou hors de, dépassant le cadre de. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et à cause des méchants, ou ce qui va dépasser le cadre du méchant soit secoué. Secoué, yehinaraou, être secoué dans tous les sens avec violence et à en perdre la vie. Donc là, on a une description que la création tout entière a subi à cause des coupables. Et l'apôtre Paul nous dit bien, la création tout entière souffre des douleurs de l'enfantement. Ici, on a une description dans Job de la même chose. À cause des coupables, eh bien, toute la création a été secouée dans tous les sens par le déluge. Imaginez les eaux qui coulent dans tous les sens, ça a secoué vraiment dans tous les sens jusqu'à en perdre la vie. Comme du péché, Dieu serait content d'avoir fait l'homme pour envoyer le déluge. Oui, alors ce texte-là, il faudrait l'étudier parce que Dieu ne se repent pas. C'est une traduction qui est un peu... Voilà, mais Dieu a envoyé le déluge à cause du péché. C'est le péché. Hein. C'est à cause du coupable. Le coupable, c'est l'homme. Hein. Le péché. Alors, il y a d'autres mots, parce que dans cette phrase-là, il y a 4 mots au total en hébreu qui ne sont pas traduits. Parce que la phrase, sinon, elle est très complexe. Qui se rapporte au déluge, je ne l'ai pas fait parce que ce serait trop long. Mais ça se rapporte vraiment au déluge. En plus, c'est un apax, être secoué, puisque le déluge, il n'y en a eu qu'un. Et des secousses telles qu'il y a eu là, il n'y en a eu qu'une. Il n'y a eu qu'une seule fois. Et le verset 14, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, se transforme afak, changer, transformer, conjugué au radical itpael. Le sujet se transforme, itpael, c'est-à-dire que c'est le sujet qui se transforme, c'est pas le sujet qui est en train de transformer quelque chose. Donc le sujet se transforme, comme l'argile kéromer, littéralement, l'argile servant de moule, qui reçoit, ça n'existe pas dans le texte littéral, une empreinte, et qu'elle soit parée, yatsab, être placée ou établie pour demeurer, conjuguée au mode imparfait, désigne une action durable. Un vêtement, les bouches qui veut dire vêtement, mais qui a aussi le sens de la peau animale, comme dans Job chapitre 41 verset 13, où il est parlé de la peau du crocodile, ou plutôt du léviathan, selon la traduction, où c'est ce mot-là qui est employé pour désigner la peau de l'animal. Donc c'est bien la peau. Ce qui fait que littéralement, je peux lire ce verset comme ceci.
Le vêtement ou la peau est changé en pierre avec l'idée d'un moulage par l'argile, scellé pour tous les temps. Donc on a une description de la fossilisation et bien dans le texte qui concerne le déluge. Les fossiles nous viennent du déluge, selon le texte biblique. Donc je suis passé très vite sur tout le chapitre 38, parce que tout le chapitre 38 est passionnant à étudier, puisqu'il nous donne énormément d'informations sur ce qui s'est passé pendant le déluge. Et l'objectif de ce soir, c'est de comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé, et surtout de voir que ce que l'on nous dit sur les strates géologiques, qui seraient soi-disant des mesures du temps, ne correspondent pas. Alors ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que tout à l'heure j'ai fait le calcul des 290 marées pendant le déluge, pendant la deuxième phase du déluge. 290 marées, ça veut dire que quand on regarde les couches, les strates géologiques, ce qu'ils appellent les couches géologiques sédimentaires, qui permettent de dater, ils en déduisent qu'il y a eu approximativement plus de 200 périodes géologiques. C'est curieux, n'est-ce pas? Ça correspond au nombre des marées dont la parole de Dieu nous parle. Puisqu'à chaque marée, il y a eu un dépôt, puis un retrait, puis un dépôt, puis un retrait, puis un dépôt, puis un retrait. Et nous, nos géologues font une carotte verticale et disent « Oh, il y a eu tant de couches, donc ça veut dire qu'il s'est passé tant de temps. » Alors qu'en réalité, non. C'est une avancée, comme on l'a vu tout à l'heure, par cisaillement interne. Oups. Remarque sur l'avancée du front des deltas. Donc, on a ici notre delta qui avance au fur et à mesure du temps, comme ceci. Ici, nous avons ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le côté, notre large et long, ce qui fait 20 mètres de long, canal où on a un dépôt sédimentaire. Sur l'expérience là, en quelques jours, il y a eu un dépôt sédimentaire de plus de 70 cm d'épaisseur, avec plusieurs dizaines de strates. Donc ça veut dire que si on considère les temps géologiques, il fallait des centaines d'années pour faire ça. Et ça s'est fait en quelques jours. Ici, si on a des arbres, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on appelle les arbres fossilisés verticalement, donc sur plusieurs strates, on peut comprendre que si l'arbre il est là, il va être prisonnier dans le système et en fait, il va être pris verticalement, suivant toutes les strates. Première phase du déluge, le continent s'enfonce et se brise. Donc on a des fissures, ça se brise. Seconde phase du déluge, certaines parties s'enfoncent, d'autres parties remontent. L'eau, les flots s'écoulent de chaque côté, créant des dépôts sédimentaires, voilà, qui avancent au fur et à mesure et qui créent, on ne le voit pas ici, c'est dommage, mais ce sont les plateaux continentaux. Donc on a une forme de plateaux continentaux. L'eau est descendue et la partie sèche est restée à la surface. Résumé du déluge. Donc là, il y a des images qui se superposent. C'est une erreur, c'est pas grave, c'était pour montrer les plateaux continentaux. Genèse 8, 3. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant. On a vu que chouve. Alors ce qui est intéressant, c'est que chouve, il y a un petit diacritique, donc un petit signe sous le mot ici, qui ne change pas le sens du mot, mais qui apporte une subtilité au mot. C'est le darga. Darga qui signifie l'action se déroule en marche d'escalier. Donc on peut le voir avec le plateau continental, c'est-à-dire qu'en fait il y a la terre, l'eau coule, descend le long du plateau continental, puis redescend jusqu'aux fosses abyssales. Donc là on a la marche d'escalier. C'est ce que j'ai voulu représenter derrière. S'en allant à l'Ovk, pardon, avec un petit diacritique ici, à Mouna, qui veut dire qu'en s'en allant, c'est d'est en ouest. Effet des marées, est-ouest, l'effet des marées. En s'éloignant, on a un autre diacritique ici, qui est Entnata, qui veut dire, qui désigne toujours quand il y a un mouvement du nord vers le sud. Donc l'eau s'est retirée, et on le comprend très bien quand on voit la carte, puisqu'ici, tout devait être relié en haut, ici, puisque ce n'est que sous Pélègue, 129 ans plus tard, que tout ça, ça a été détaché, on va dire. Donc tout ça, c'était relié. Donc ça veut dire que l'eau, elle est partie d'ici, et elle a coulé tout le long ici de la fosse atlantique,
Puis tout le long ici du Pacifique, océan Indien, le long ici derrière, et de chaque côté ici, là où on retrouve justement sur la carte que j'ai mise ici, les failles et les dépôts sédimentaires, tout correspond. Tout correspond. Remarque. Admirons les paysages. Bryce Canyon, aux USA. Magnifique, n'est-ce pas? Magnifique. Massif d'Alor, bassin marseillais, d'Alloc. Frontière du Burkinabé, donc du Burkina Faso. Magnifique. Le Grand Canyon, superbe. Superbe. Regardez les marches d'escalier, superbe. Dans tous les paysages, on constate ce qu'on appelle de l'érosion différentielle. C'est-à-dire que l'érosion n'est pas la même partout. C'est-à-dire que vous avez des roches plus ou moins dures, donc le vent va arracher ce qui n'est pas dur et va laisser ce qui est dur, l'eau de la même manière. C'est pour ça qu'on a des formes qui sont parfois extraordinaires, comme ici on a des marches d'escalier dans le canyon. C'est de l'érosion différentielle. Tout ce que vous regarderez en montagne, sur les côtes, vous allez y voir de l'érosion différentielle. Altération différentielle, parfois l'altération c'est quand on a une réaction chimique. Pas que de l'érosion, on peut avoir de l'altération par de l'eau qui va être un peu acide, par exemple, qui va attaquer certains minéraux. En forme d'escalier. Je dis la Bible. Le retrait des eaux, deuxième phase, forme d'escalier. Érosion différentielle. Érosion différentielle. Seconde phase du déluge. Et voilà. Donc ça, c'est la seconde phase du déluge. On retrouve toute l'érosion que l'on a, l'érosion, ce qu'on appelle l'érosion différentielle, en fait, est elle aussi issue du déluge, d'après ce que nous dit la Bible. Autre remarque. Ancienne discordance, et en particulier le Paléozoïque. Alors, discordance, c'est quoi? C'est quand on a deux époques qui sont nettement séparées au niveau des strates géologiques. On appelle ça une discordance. Le Paléozoïque, c'est la période d'apparition des fossiles. Période de formation du pétrole. Curieux, hein? Et ça correspond exactement au déluge. Ancienne discordance. Ancienne surface d'érosion séparant un ensemble de strates plissées. Vous avez ici une belle discordance. Vous voyez, on voit les strates dessous, puis là au-dessus c'est horizontal, et puis là c'est net. Hein. On voit bien. Voilà. Ici on le voit aussi, regardez. C'est net, hein, n'est-ce pas? Regardez ici. Net. On voit qu'ici c'est oblique, ça fait presque 36 degrés, comme on a vu tout à l'heure. Au-dessus c'est horizontal. Allez, encore une. Allez, encore une. Allez, on en met encore. Là, j'ai remis ça du début. Regardez bien qu'il n'y a aucune trace d'érosion différentielle. Ça, vous pouvez le faire remarquer à n'importe quel géologue. Tout ce qui est au-dessus, toute la discordance du Paléozoïque, partout sur la planète Terre, elle est droite comme si un bulldozer était passé. S'il y avait eu des dépôts successifs, nous aurions eu des rochers, des petites collines, ça se serait accumulé en fonction des rochers et des petites collines. Ça aurait épousé la forme à la limite. Or là, tout est plat. Terriblement plat. Vous savez, quand on vous montre des images de dinosaures reconstitués, vous remarquez toujours qu'il y a des montagnes derrière, il y a des gros rochers et ça. Pourquoi on n'en retrouve aucun? Géologiquement, il n'y a aucune explication. La seule explication, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui a arasé toute la surface de la Terre, d'un seul coup, sur toute la Terre. Et le seul événement qui a fait cela, c'est le déluge. Avec des masses d'eau, ce sont les océans qui ont déferlé et qui ont tout arasé à l'horizontale. Pour ceux que ça intéresse, vous allez sur Internet, vous tapez Pénéplaine. Pénéplaine, vous allez voir, par exemple, le Grand Canyon, vous avez des grands canyons, mais tout ce qui est à l'altitude, je dirais, du Paléozoïque, et bien, tout est parfaitement horizontal. Pénéplaine, et puis plaine, P-L-A-I-N. Pénéplaine. Ça, vous présentez ça à un géologue, il n'a aucune explication.
Parce que pour que sur toute la planète, tout ce qui correspond au Paléozoïque, c'est-à-dire exactement la période où apparaissent les fossiles, le pétrole, le sel, enfin tout, ce que décrit la Bible, c'est à raser tout droit. Tout droit. Comme si tout avait été raboté net. Alors que si ça avait été des dépôts, comme on nous le dit, sur des millions d'années, on aurait dû avoir toute la courbure du profil et puis ça se serait empilé l'un sur l'autre. Alors que là, tout est reparti à blanc. Et ça, c'est la première phase du déluge. Le trait horizontal que vous voyez partout, là, c'est la première phase du déluge qui a tout raboté. Et ensuite, par-dessus, vous avez la deuxième phase du déluge qui a posé tous les sédiments avec les strates, mais parce qu'elle a déposé des couches sédimentaires par avancée d'un front. Il reste la question du temps. C'est-à-dire qu'on nous dit, oui, d'accord, ok, on veut bien l'admettre, mais quand même, il faut du temps. Il faut beaucoup de temps. Un événement récent va nous éclairer sur cet aspect-là. L'explosion du Mont Sainte-Hélène en 1980. 1980, c'est pas très vieux. Hein. La preuve, j'étais né. La preuve, j'étais né. Ouest des États-Unis, nord-ouest des États-Unis, Mont Sainte-Hélène. Un volcan, donc le Mont Sainte-Hélène, a explosé. Destruction d'une immense forêt voisine. Un pan de 400 mètres de haut s'effondre dans le lac Spirit. 400 mètres de haut, on est loin d'une vague d'1 kilomètre. Hein. 400 mètres de haut d'un pan de montagne qui s'effondre dans le lac. Déclenchant une vague qui a atteint 350 mètres de haut. Qui s'est déplacée à plus de 200 km/h sur 10 km. C'est énorme, mais c'est ridicule par rapport au déluge. Mais c'est ridicule par rapport au déluge. À l'époque où j'avais 14-15 ans, je me souviens d'une émission que j'avais vue à la télévision. Je parlais du témoignage d'un jeune homme, d'un homme, pardon, qui racontait ce qu'il avait vécu, et c'est que récemment que j'ai fait le lien avec cette émission que j'avais vue il y a une trentaine d'années. Ce jeune homme disait qu'il était parti à la pêche avec son fils et que pour lui faire plaisir, il était parti dormir dans le bateau sur le lac Spirit. Et qu'à un moment donné, il a senti que le bateau bougeait. Il est vers 3-4 heures du matin. Il est sorti du bateau et il a vu, il était en haut de la vague de 200 mètres. Et en dessous de lui, vous voyez la vague où il y avait sa femme et ses autres enfants qui se sont faits, qui ont disparu en une fraction de seconde. Quand la vague s'est abattue sur la ville. Lui et son fils ont été les deux seuls survivants de toute la région parce qu'il était dans son bateau. Imaginez. Donc là, cette vague qui a atteint 350 mètres de haut, 200 km/h sur 10 km. En quelques heures, 200 mètres de sédiments se sont déposés. 200 mètres d'épaisseur de sédiments se sont déposés, formant des roches en se desséchant. Aujourd'hui, c'est des roches, c'est du caillou, avec des strates. La poussée de boue a aussi creusé un canyon de plus de 30 mètres de profondeur, de près de 60 mètres de large. En une seule fois, comme ça. Et c'est ridicule par rapport au déluge. Regardez les dépôts de sédiments et le canyon que ça a creusé. Remarquez une chose, c'est qu'au fond du canyon, c'est tout plat. Hein. Il y a quelques petits cailloux qui se sont posés là, mais c'est plat. C'est raboté. Rappelez-vous de la discordance du Paléozoïque. Raboté sur toute la Terre. Regardez le dépôt. Non mais regardez. C'est colossal. En quelques heures. Job 38, 25. Qui a ouvert un passage aux flots impétueux? Rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure. Le mot passage, une profonde tranchée, un canyon. Eh bien, c'est le déluge. Le déluge est à l'origine des couches et des strates sédimentaires. Le déluge est à l'origine des plateaux continentaux. Le déluge est à l'origine des fosses abyssales. Le déluge est à l'origine des canyons. Le déluge est à l'origine des lits des fleuves et des rivières. C'est toutes les rivières et fleuves des États-Unis. Le déluge. Le déluge explique tout ce que nous avons au niveau, je dirais, géologique, tout ce que nous avons au niveau climatique, tout ce que nous avons au niveau des reliefs, de l'orogénèse. Tout, c'est le déluge qui l'explique de façon très simple. Et tout est contenu dans la parole de Dieu. Et ce qu'on essaye de nous dire depuis des dizaines d'années sur la géologie est faux.
Et aujourd'hui, nous sommes en mesure, par l'expérimentation, de le démontrer. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut faire des questions, parce que le problème, c'est que moi, là, je n'ai pas le son. Comment je peux faire pour avoir le son? Je ne sais pas.